La Banque mondiale déclarait que la Côte d'Ivoire est au bord du paradis. C'est fait. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro où hommes et femmes se promènent nus et paisiblement. Loin d'être des enfants d'Adam et Ève, ce sont plutôt des touristes nudistes installés sur les plages du village de Kounoko dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des hommes en armes, des corps habillés pour être précis. Ces derniers interdisent à quiconque de les filmer. Un jeune du village, soupçonné d'avoir violé cette mesure, va se faire arrêter, occasionnant la colère des villageois. Les Blancs, venez voir. Les Blancs qui parlent la route aux Noirs. Les Blancs qui ont parlé la route. Venez voir les Blancs en train de parler la route. Venez les voir en train de parler la route. Et chez nous même on n'a pas la paix. Les Blancs viennent parler la route ici. Venez les voir. Il dit qu'il venait faire le reboisement. Et lorsque tout ça a été découvert, on a un frère qui a été arrêté. Parce qu'on nous a dit, vous voyez les adorations, vous voyez ça la sorte de fétiche, ils le font ici. Vous voyez les tombes, ils tombent sur les tombes. Vous voyez, est-ce que ça peut se faire dans un pays de liberté, un pays où un Ivoirien a le pouvoir s'exprimer. Chez nous ici à Kounoko, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous des prisonniers. Fâchés de ne pas pouvoir aller où ils veulent dans leur propre village et offusqués par les rituels de ces touristes qui bafouent leurs cimetières et leurs lieux sacrés. Quand on est celui qui vont passer dans les règles qu'il nous est donné au village. Donc nous aussi, en tant que le village, on a aussi nos règles aussi qui ont été données. Il y a des points, il y a 2 points qui est sacré. Il y a la famille des anges qui ont les génies à la plage là-bas. Et nous, notre famille, on a notre génie. Donc ces 2 points sacrés-là, et il les a présentés ces points-là, il ne va pas rentrer dedans, faire quoi que ce soit. Mais je t'assure, le jour que le grand frère m'a dit, le lendemain, il y a un qui a installé sa tente dans le coin sacré que j'ai vu devant moi. Ceux qui voulaient masquer cette sordide affaire n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà les images exclusives de ces nudistes en villégiature. Afin d'obtenir pour vous ces images exclusives, nous nous sommes fait passer pour des ouvriers durant des jours dans le village pour tromper la vigilance des forces de l'ordre et voir ce spectacle qui porte atteinte aux mœurs de populations locales. Ça fait tellement honte que moi, je ne sais même pas comment parler de ça. Voilà. Parce qu'un joli village comme Kounoko, avoir des étrangers qui viennent se déshabiller nus, c'est décevant même, c'est décevant. Et le chef du village, il fait de ce qu'il veut de notre village. Il fait de ce qu'il veut de notre village. Il se permet à accepter, signer des contrats avec un Libanais qu'on appelle Bilan, qui nous amène des sauvageries chez nous au village. Toi, même les enfants de 12 ans me parlent de ça. Et aujourd'hui, là, ça fait honte. Hier, c'est parti au funérailles dans un autre village voisin qui est Popoko. Mais là-bas, moi, je ne peux même pas soulever ma tête pour parler. On me dit mon village, c'est un village de Oubi. Derrière cette affaire de mœurs, nous allons vous révéler, après 3 mois d'enquête, un véritable scandale au sommet de l'État, mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation et répression de populations autochtones. Ce business alambiqué implique des chefs traditionnels locaux et un sulfureux opérateur économique dénommé Bilal Halal. Cet homme s'est vu confier la reforestation de près de 40 000 hectares de forêt classée de Monogaga sans appel d'offres pour la somme de 20 milliards de francs CFA, sans trace et sur la base d'une convention introuvable. À cela s'ajoute le décès dissimulé d'un de ces touristes controversés. Un grand n'importe quoi autour de la mise en œuvre d'un projet pourtant noble pour l'environnement à l'heure de la COP29, la reforestation de la forêt classée de Monogaga, détruite à 90%. Depuis le début de novembre 2024, le paisible village de Kounoko ressemble à une scène de tournage de film X, pour ne pas dire porno, comme l'homme de la rue. Sur place, on voit des villageois, y compris les enfants, sous le choc de voir des hommes et des femmes nus. Et ce n'est pas tout. Certains villageois disent avoir vu des scènes de lesbianisme entre ces nudistes. Une adolescente du village déclare s'être fait proposer par un de ces touristes de regarder ensemble des films pour adultes. Des idylles sont nées entre les femmes nudistes et des jeunes du village.
Donc on a fait la paix. Moi j'ai dit, quand je l'ai vu, je dis à ma fille, est-ce que, parce qu'il doit demander, est-ce que tu connais ce qu'on appelle pour le fille là, elle m'a dit ça là. Je lui ai dit carrément que va bon. Le jeune s'est dit qu'il a gagné. Quasiment tous ou presque sont exposés à cette dépravation car le site occupé par ces naturalistes est un passage obligé pour les riverains de Kounoukou. Là où se trouve sur la plage, là-bas c'est notre marché. C'est là-bas que nous pêchons. Les crabes poilus, le poisson, c'est là-bas se trouve le lac Kounoukou. Donc on est toujours là-bas. On va là-bas avec nos enfants. Et on était choqués de les voir nus. C'est chez nous. On a l'habitude de venir là. On ne peut pas se retirer parce que les gens se mettent nus. C'est notre plage et on fait tout là. Choqués, mais incapables de réagir, car ces nudistes sont protégés par un important dispositif de force de l'ordre qui campe sur la plage 24 heures sur 24. Ils ont érigé une barrière à l'entrée du site des touristes pour interdire l'accès notamment aux sentiers nudistes du village, comme Dominique, qui s'est vu interdire l'accès à la tombe de son grand-père dans son propre village. Je vais chaque 2 novembre déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de mon grand-père, qui se trouve à peu près 200 mètres du site. Et là, je suis arrêté par un agent des eaux et forêts qui me dit non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Je leur ai dit, c'est une bonne chose, il y a des touristes. Vous voulez les protéger, mais ne nous empêchez pas, nous, de vivre. Empêcher de vivre et de surcroît, empêcher de se réunir. Les forces de l'ordre veillent au grain. Les plus récalcitrants, à la présence de leurs protégés indésirables, sont quasiment bannis de leur propre village. Nous avons décidé de faire une réunion pour ça. Et quand on est venu à la réunion, on a vu que non, on était entouré de corps à Dieu. La gendarmerie, Besso, tout ça s'appelle pompier. Et on se renseigne, on nous dit que non. Nous, on a dit, venir faire la réunion, si on n'est pas tombé d'accord, on va frapper le chef, on va frapper la jeunesse du village et aller chasser les uns au bord de la mer. Mais c'était une fausse information. Et depuis ce jour-là, on est quitté là-bas. On nous interdit, nous qui sommes au campement ici, on nous interdit d'aller dans nos villages. Parce qu'on dit que si nous on va là-bas, on fait palabre. Mais depuis on est ici, là, c'est pas qu'un jour on a fait des gens de palabre, on n'a jamais fait palabre. Nous on vit en harmonie avec les Israéliens. Paradoxalement, ces touristes, en s'exhibant ainsi dans le village, violent l'article 360 du Code pénal qui punit de 3 mois à 2 ans de prison quiconque commet un outrage public à la pudeur. Sauf qu'ici, ils bénéficient de l'impunité avec en bonus la protection des forces de l'ordre. On pourrait comprendre aisément pourquoi ces naturalistes ont choisi la destination Côte d'Ivoire. Ici, c'est quartier libre, un no man's land avec en supplément la police à leurs pieds. Afin d'avoir une réponse à cette question, nous avons sollicité le ministère des Eaux et Forêts qui a royalement ignoré notre courrier. Nous avons donc joint par téléphone le chef de village de Kounoukou. Nous l'avons fait après avoir quitté le village, le risque d'être démasqué s'élevant chaque jour. Voilà ce qu'il nous a dit. Il y a des autorités qui nous ont attirés, l'autorité présidentielle, il y a des gens qui ont fait courir, qui ont été adressés par la direction du bruit, à plusieurs administrations avant de venir. Par contre, personne ne lui avait parlé de nudistes, nous confie-t-il, avant d'essayer même de banaliser cette pratique. Mais quand nous l'informons que nous avons les preuves de ses agissements, c'est la fuite en avant. Mais si vous avez vu, moi je n'en ai pas, puisque moi je n'en ai pas sur la flèche. Mais est-ce que ça vous dérange de le savoir? Moi, je n'en ai pas depuis le 1er novembre, moi je ne me suis pas encore aventuré sur la flèche, et c'est toujours un peu sur moi la même. Possible qu'ils disent vrai, surtout quand on sait que la présence de ces touristes n'a rien apporté au village et à lui en tant que chef. Pourtant, une source au sein du village indique qu'une touriste lui aurait confié avoir payé $800, soit plus de 400 000 francs CFA, pour participer à ce rassemblement. S'ils sont au bas mot une cinquantaine, je vous laisse à vos calculatrices. Donc, nous ne doit pas parler d'une compensation financière. Seulement que c'est le prix de la fête qui nous a appelé. On dit que comme les gens sont déjà là, c'est que nous qui sommes autochtones, ce village-là, y compris les fils de ce village, on entend nous pouvoir en faire une audience pour présenter à l'autorité administrative qui est la préfecture, et la préfecture doit aussi aider d'harmoniser pour adresser à la fondation si c'est pour apporter un soutien financier, une aide dans le sens du développement du village le faire. Pour dire que nous avons déposé 5 francs pour quiconque a dû prendre même la somme de 500 francs de 1000 francs et quelqu'un de là, nous ne jamais pas.
Cette fondation évoquée par le chef s'appelle la Roots Wild Foundation. C'est à elle que l'État de Côte d'Ivoire a confié le projet de reforestation de la forêt classée de Monogaga. Son fondateur, un certain Bilal Halal, fut la première personne à informer le chef du village de l'arrivée de ces touristes. La première personne qui nous a informé, c'est M. Bilal. Il ne nous a pas parlé de nudistes. Une affirmation en phase avec la version de M. Bilal Halal. Concernant les touristes venus dans le village de Kounoukou, ce n'est pas moi qui les ai fait venir. Après avoir visité plusieurs endroits en Côte d'Ivoire, leurs scouts ont opté pour le village de Kounoukou, ayant été informés que le village se trouve dans une forêt classée concédée à la Roots Wild Foundation. Ces personnes se sont rapprochées de nous afin d'obtenir notre aval, mais aussi pour jouer le rôle de facilitateur entre eux et les autorités administratives et villageoises. Toutefois, le président de Roots Wild Foundation reconnaît avoir donné son aval à ces touristes, sans chercher à savoir combien ils sont. Je ne connais pas le nombre de touristes venus à Kounoukou. Je ne m'occupe en aucune façon de la gestion ou de l'organisation de leur séjour et ces personnes sont toutes venues à titre privé. Quel sens de la responsabilité pour celui qui a en charge un si grand projet dont l'une des composantes majeures est l'écotourisme? On nous annonce 200 ou 300 individus qui doivent venir sur un site pour faire en guillemets ce qu'on appelle écotourisme. Quand on a plus d'une centaine d'individus, ce n'est plus de l'écotourisme, c'est du tourisme de masse. Et le tourisme de masse a des conséquences évidentes sur ceux qui vivent sur les lieux, les riverains, et en l'occurrence, nous, les populations autochtones. Sans oublier les conséquences sur la nature elle-même. Ignorance peut-être, ou volonté affirmée de nous détourner de la vérité au regard des affirmations suivantes de M. Bilal. Selon mes informations, ces touristes vivent en parfaite harmonie avec les populations du village. Sport, échanges culturels, échanges culinaires, échanges musicaux, dons, etc. Ces touristes ne sont en aucun cas des nudistes. Du faux et encore du faux, si l'on s'en tient au témoignage de Dominique, propriétaire des bungalows occupés par les naturalistes sans son avis, ainsi que les 2 pythons introduits par ces derniers sur le site pour leur rituel. Voici ce que lui répond une naturaliste à ce propos. Je dis, on m'a dit que vous avez introduit des serpents. Je dis oui, vous savez, ça fait partie de nos rites. Nous avons envoyé 2 pythons, mais sur une offensive. Je dis, mais est-ce que vous avez prévenu les populations? Une offensive, un python, il peut tuer un enfant, de l'étouffer. Est-ce que vous avez prévenu? Ah non, mais on a prévenu Bilal, c'est Bilal même qui est avec nous, qui a envoyé ces 2 pythons avec l'aide des rangers. Pourtant, le communiqué de Bilal est encore plus clair à la question de savoir quel professionnel du tourisme était en charge de ces touristes. Comme je vous l'avais dit plus haut, ces touristes ne sont ni gérés par la Roots Wild Foundation, ni par ma personne, et sont tous venus à titre privé. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la version des membres de la Rainbow Family sur la question, mais ce n'est que partie remise. Toutefois, sur la présence des forces de l'ordre à Kounoukou, il devient du coup concerné par le sort de ces naturalistes. Vous imaginez bien qu'il est obligatoire d'organiser un dispositif de sécurité et médical pour tout rassemblement de personnes. Sauf qu'il n'y avait aucun dispositif médical prévu. De surcroît, dans un village sans électricité et sans la moindre infrastructure sanitaire. Conséquence, un de ces touristes, un Allemand de 29 ans, a perdu la vie le 9 novembre 2024 à 14h28 à son arrivée à l'hôpital de San Pedro, semblerait-il, des suites d'un paludisme. Ce décès n'a fait l'objet d'aucune communication, comme s'il y avait une volonté inavouée de cacher ce drame. Un autre secret plus important et bien caché a été déniché par nos équipes. Il s'agit de la Convention pour la restauration de la forêt classée de Monogaga, signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Roots Wild Foundation. Né en 2022, il a fallu à peine 1 an à Bilal Halal pour dénicher un si gros projet chiffré à 20 milliards de francs CFA d'investissement. Nous n'avons jamais eu aucun écho d'un appel d'offres. Je ne pense pas que cette concession accordée à M. Bilal Halal ait fait l'objet d'un appel d'offres parce que les ressortissants monnaie sont aussi à même de prétendre faire plan d'aménagement. On peut être une structure, compétir dans un appel d'offres en faisant venir des spécialistes pour nous accompagner sur l'aménagement de forêts dans lesquelles vivent nos parents. Et comme on pouvait l'imaginer, ce fut effectivement sans appel d'offres si l'on s'en tient aux affirmations de Bilal Halal.
La concession de la forêt classée de Monogaga à la Root World Foundation s'est faite conformément aux dispositions de la loi portant code forestier, article 56, et ses textes subséquents, notamment le décret numéro 2021-437 du 8 septembre 2021 fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État au régime de la concession. Voilà comment les autorités ivoiriennes livrent exactement 39 828 hectares de terre de la Côte d'Ivoire, et ce, sans consulter les populations autochtones. Aucun avis n'a été demandé, aucune enquête de Komodo et Nkomodo n'a été faite. Aucune consultation large, préalable n'a été faite pour un avant-projet même qui serait présenté aux populations, parce que pour faire un projet, il faut un avant-projet. Des populations a priori utiles seulement pour prendre part à la cérémonie de lancement du dit projet le 10 février 2024 à San Pedro comme des marionnettes. Nous voulons être informés pour voir quel est notre sort dans cette forêt. Nous sommes contre les pratiques qui s'y déroulent, notamment à travers l'opacité de cette convention. Vous vous sentez méprisé dans ce processus? Oui, je pense que le oui est intégral. Nous nous sentons méprisés. Pourquoi? Mais écoutez, lorsque vous n'êtes pas associé à un projet, alors que les règles de droit en matière de droit international, tout ça là, recommande que les peuples soient associés à tout projet qui se déroule dans leur territoire. Ce mépris total réveille au sein des autochtones Wini de très mauvais souvenirs. Alors que leurs ancêtres vivaient sur ces terres depuis près de 6 siècles, en 1973, l'État décide de classer la forêt de Monogaga. Les conséquences sur leur communauté sont inhumaines. Du fait que la forêt soit classée depuis 1973, notre communauté autochtone est laissée pour compte. Parce que dans une forêt classée, avec des habitants dans la dite forêt, l'État de Côte d'Ivoire considère que aucune infrastructure de base ne peut être réalisée dans une forêt dite classée. Donc les villages de notre communauté sont laissés pour compte depuis cette date-là. Laissés pour compte, je dis pas d'infrastructure de base, c'est-à-dire pas d'école, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien que l'État, dans son rôle régalien, devrait s'engager à faire vis-à-vis des populations. Une précarité sans pareil qui dure depuis une cinquantaine d'années. Le projet de réforestation, source d'espoir et de changement, a viré très vite dans l'esprit de la communauté Wini à l'inquiétude de demeurer dans cette précarité, voire même de se faire expulser de leur village au regard du mépris dont ils font l'objet. Le ministre des Eaux et Forêts, pour les rassurer, leur fera une promesse. Alors, ils ont promis, selon le ministre, au jour du lancement, il a dit qu'on vous donnera vos enclaves. On vous donnera des enclaves à chaque village. Et dans vos enclaves, vous serez libre de faire tout ce que vous voulez. Vous bénéficierez des infrastructures adéquates. Ok. Donc nous pensons que avec le plan d'aménagement et au finish, nous devons ensemble approuver. Nous devons signer pour dire nous sommes d'accord du plan. Alors le plan maintenant peut être exécuté sur le terrain. Voici l'organigramme comment ils nous l'ont présenté. Pour avoir été mordu par le serpent, les cadres Wini refusent de s'en tenir à une promesse verbale des autorités. Alors, réunis au sein d'un comité scientifique, ils veulent connaître le contenu de la convention pour avoir le cœur net, sauf que... Donc c'est dans cette logique que nous avons demandé à la fois au ministre des Eaux et Forêts, du Tourisme et à Root World Foundation de nous donner accès à cette convention pour que nous sachions de quoi il s'agit exactement, quels en sont les termes et quelles sont les dispositions prises vis-à-vis des populations autochtones moinées. Aucun retour ne nous est donné et aucune volonté n'est faite pour rendre accessible le contenu de cette convention. Des ministères concernés à la KIDP en passant par la Root World Foundation, aucune réaction. Dans cet état d'ignorance, les populations locales se sentent abusées par M. Bilal Halal. Pour construire une maison dans notre village, nous devons avoir l'autorisation de M. Bilal Halal. Et ça, c'est depuis 2024. Alors que les maisons, nous les construisons dans nos villages depuis nos ancêtres. M. Bilal déclare qu'il a l'autorité pour nous interdire de construire des maisons dans nos villages. C'est ahurissant. Il faut que le monde entier le sache. Il faut que la Côte d'Ivoire entière le sache pour que ce que sont en train de vivre les Mouanais s'arrête déjà au niveau des Mouanais et ne puisse pas se répéter ailleurs. Afin de faire la lumière sur ces pratiques, Micro Libre a réussi à dénicher ce document dans lequel il n'est mentionné nulle part les enclaves promises. Le président de la RWF l'avoue. Non, la convention ne mentionne pas d'enclave. La convention
est un document contractuel entre l'État et la Fondation. Toutefois, cette convention mentionne la prise en compte des intérêts des populations riveraines et infiltrées, ce qui se fait dans le plan d'aménagement de la dite forêt en cours d'élaboration. Par ailleurs, alors que la Convention donne le droit à la Fondation de bénéficier des revenus et droits liés au crédit carbone, la question n'a jamais été évoquée avec les populations autochtones par les autorités. Dans cette manne financière, les populations locales ont bel et bien une part. Mais à l'origine, quand on approche de la communauté autochtone Ngoni, il n'est nullement question de crédit carbone, alors que la réforestation participe du crédit carbone. Je pense que c'est un sujet au lancement de ce projet d'aménagement n'a pas été mis en avant, peu ou prou, ou pas du tout, et lequel il faudrait jeter un éclairage pour en être informé davantage, pour connaître les tenants et les aboutissants. Autre curiosité, la Convention ne fait aucunement mention de 20 milliards de francs CFA d'investissement annoncés dans la presse dans la mise en œuvre de ce projet. Le document évoque plutôt l'obligation financière du concessionnaire estimée à 39 828 000 francs CFA au titre de caution pour toute la durée du plan d'aménagement et une redevance financière de 300 francs CFA par hectare par an, tenez-vous bien, sur une durée de 99 ans. Et les deux représentants des populations autochtones que la Convention inscrit dans le comité technique de suivi et de contrôle du projet restent à ce jour inconnus. Autant d'incongruités pour lesquelles les fils des villages autochtones réclament dans la mise en œuvre de ce projet, qu'ils approuvent d'ailleurs, d'importants changements. On voudrait que nos droits soient respectés. Ça, c'est un début de commencement de solution. Respecter les droits humains, coutumiers, traditionnels des Ngoni, en les reconnaissant comme peuple autochtone qui ont des droits reconnus par les Nations Unies. Première chose. Deuxième chose, après qu'on ait dit que les Ngoni soient potentiellement capables de porter des projets dans le cadre de la reforestation, de l'écotourisme, de la protection de la faune, de la flore, ils sont tout aussi armés, sinon plus armés, ou plus sachant que M. Bilal Halal. Mais ils n'ont jamais été consultés. Et pour ce faire, je pense qu'il faut avoir le sens des responsabilités quand on veut faire quelque chose en se basant sur un principe de bonne gouvernance. En l'occurrence, nous pensons que la bonne gouvernance, dans ce que nous sommes en train d'observer, n'a pas lieu. Donc, quand je parle de bonne gouvernance, c'est déjà de faire en sorte que les populations soient informées, les parties prenantes soient consultées, informées de la teneur des choses et associées aux différentes étapes jusqu'à l'aboutissement d'un projet qui obtient le consentement ou qui se voit tout simplement refusé. On nous délie le droit de donner nos observations, de proposer notre implication sur les terres de nos ancêtres. Cette solution-là, c'est que cette histoire-là va en justice. Il faut qu'on ce monsieur-là, on le chasse de notre religion, deux, le chef de village, on l'enlève. Parce que c'est pas un chef de village digne, c'est pas un chef de village exemplaire. Moi, je ne dis pas, il y a 10 hectares de cacao, mais je ne reçois rien. Mais je ne peux même pas faire mes 5 tonnes. Parce qu'il manque de pluie. Tu dois mettre de l'engrais. Tu peux même le champ te donne, tu investis même la plus grande partie même dans le champ. Il manque de pluie, il ne peut pas assécher. Tu ne m'opposes pas à ce projet. Après, au contraire, même là, si la forêt est reboisée, ça va faire beaucoup de choses. Il va pleuvoir. Si tu as 1 hectare de cacao, tes récoltes seront désélevées mais aujourd'hui. Le projet là-bas nous intéresse, mais celui que l'État de Côte d'Ivoire a donné ne nous arrange pas. Parce qu'il ne sait pas parler à ce peuple autochtone. Piétine sur notre dignité. Parce que d'après lui, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a donné, il a le pouvoir. Il fait ce qu'il veut.